Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 222. Déjà, et oui. Avant, il y avait sur les maps mondes l'Empire rose, d'immenses territoires de l'Indochine à l'Afrique noire, du Maghreb aux Antilles. C'était l'Empire français, en rose. La France, celle des droits de l'homme et de la République, était aussi une très grande puissance coloniale qui se partageait avec l'Angleterre, l'Allemagne, le monde d'alors. Souvenir, souvenir, nostalgie pour certains, souffrance pour d'autres. En tout cas, c'est notre histoire, histoire mêlée, épopées et meurtres, gloire et deuil. La France d'aujourd'hui, celle des enfants, des colonisés et des colonisateurs, peut-elle revisiter son passé, le nommer, en admettre les zones d'ombre, avec les massacres, les morts, les deuils, qui ont ensanglanté son drapeau. Un appel retentissant signé par les indigènes de la République rappelle à notre bon souvenir la mémoire d'un passé et d'un présent dont il est, disent-ils, l'héritier. Peut-on aussi, par exemple, tiens, prenons un exemple, aujourd'hui, 8 mai, se souvenir, par exemple, que cette fête, si elle est celle, évidemment, de la libération de 1945, est aussi la date anniversaire des massacres de Sétif et de Guelma en Algérie, où des dizaines de milliers d'Algériens, évidemment, ont été tués. Combien d'autres sanglants anniversaires, tragiques et oubliés, et l'esclavage, et le travail forcé, et le sacrifice des tirailleurs africains, et des harkis, et tout cela, mort pour la France. Colère, ces jours-ci, les indigènes de la République, comme ils se dénomment eux-mêmes, dans un manifeste, dans le manifeste dont je parlais, sont dans la rue. Ils disent vraiment vivre mal dans la République qui n'est, selon eux, pas bonne, ni égalitaire, ni démocratique. Pour eux, citoyens français, anciens colonisés ou descendants d'esclaves. Alors se trompent-ils de combat? On peut poser la question. Leur stratégie est-elle dangereuse? Pour parler de la France et de sa mémoire, de ce passé qui, selon certains, évidemment, ne passerait toujours pas, je m'empresse de vous présenter mes invités. Christiane Taubira, je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes députée PRG de Guyane, ancienne candidate, on s'en souvient tous, à la présidence de la République, auteur de L'esclavage, raconté à ma fille, qui est paru chez Bibliophane. Et vous êtes à l'origine de la proposition de loi votée le 10 mai 2001 qui reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Merci d'être là. Salah Amokran, vous êtes membre du groupe Zebda, conseiller municipal à Toulouse depuis 2001 sur la liste alternative motivée. Je ne sais pas chanter, mais tout le monde se souvient. Vous avez signé l'appel des indigènes, vous l'avez signé, pour dénoncer la fracture raciale qui gangrène la société française et qui découlerait, selon vous, de l'absence de réelle mémoire de son passé colonial. Motivé, nous verrons si vous l'êtes toujours. Benjamin Stora, bonsoir. Vous êtes historien, l'un de nos rares professeurs d'histoire coloniale, auteur quasi visionnaire. Hein. Vous avez publié sur ce thème, mémoire, oubli, il y a 10 ans, justement, 15. La gangrène, il y a 15 ans. Ah oui, la gangrène et l'oubli, c'était la mémoire de la guerre d'Algérie, à l'époque où vraiment, peu de monde en parlait, et c'est reparu chez La Découverte, poche. Pour vous, depuis une dizaine d'années, la France explore enfin son histoire coloniale, mais nous vivons aujourd'hui les effets pervers de ce grand déballage. Vous nous expliquerez en quoi. Votre dernier ouvrage, c'est le livre Mémoire de l'histoire, toujours sur la guerre d'Algérie. Et il est paru au Préau des Collines. Pascal Blanchard, bonsoir. Vous êtes historien, chercheur au CNRS, spécialiste en vraiment du fait colonial. Pour vous, la société française est traversée de part en part par les effets de la colonisation, d'autant plus pernicieux qu'ils sont niés. Vous nous expliquerez pourquoi il est essentiel d'avoir aujourd'hui un regard critique sur cette histoire, notre histoire. Vous avez publié sur ce sujet beaucoup de livres. J'en cite un, La République coloniale, essai sur une utopie, chez Albin Michel, et une série de livres absolument remarquables, Le Paris noir, le Paris arabe, le Paris Asie, enfin 3 livres sur font toute notre mémoire, comment on vit dans une société qui est la nôtre maintenant, qui est évidemment métissée. Claude Issiard, vous êtes animateur, producteur à RFI, et vous avez, alors tout récemment fondé l'Union de la communauté des Noirs de France, pour que ces derniers ne soient plus, je vous cite, les paillassons de la République. La société française est injuste, raciste, dites-vous, nous écouterons votre réquisitoire. Stephen Smith, je suis ravi de vous accueillir, vous êtes journaliste au Monde et vous parcourez l'Afrique depuis 20 ans. Trempé dans les plaies de ce continent, votre plume n'épargne pas pour autant les signataires de l'appel des indigènes. Vous les affublez de lourds qualificatifs, c'est agressif, haineux. Vous allez même jusqu'à dénoncer l'émergence d'un racisme anti-blanc. L'analyse du franco-américain que vous êtes nous sera très précieuse. Et alors vraiment, me permet d'insister, je renvoie à votre dernier et passionnant ouvrage, Nécrologie, chez Calman Lévy,
C'est un livre, moi, que je trouve admirable pour comprendre l'Afrique de maintenant. Salah Mokrane, donc, vous êtes un indigène de la République, ou plutôt, vous vous définissez comme un indigène de la République. Attendez ma question, vous voulez déjà intervenir? Oui. Non, alors je vais vous citer, comme ça après vous allez y aller. Je cite l'appel pour que les gens sachent de quoi on parle. Les personnes issues des colonies anciennes ou actuelles et de l'immigration post-coloniale sont les premières victimes de l'exclusion sociale et de la précarisation. Et vous dites que la France ne reconnaît pas votre histoire. Ce n'est plus un trou de mémoire, vous dites c'est un gouffre. Qu'espérez-vous de cet appel des indigènes, au titre pour le moins provocateur? C'est un appel, effectivement, qui est un appel provocateur. Il ne s'agit pas d'un manifeste ou d'une Bible. Il aurait pu, je pense qu'il aurait pu s'appeler l'appel des indigènes de la République qui ne veulent plus l'être. C'est-à-dire quand on se qualifie... Qui veulent plus être indigènes. Qui veulent plus être indigènes. Aujourd'hui, en tout cas dans le cadre hexagonal, bon, je ne vais pas parler des territoires d'outre-mer, sans doute Mme Taubira en parlera mieux que moi, mais je crois qu'il y a aujourd'hui des espaces qui sont effectivement en dehors de la République, et d'ailleurs les hommes politiques les appellent parfois les territoires perdus de la République. Et dans ces espaces-là, qu'est-ce qui se passe? On est 4 fois plus au chômage. Moi, dans ma ville, sur le quartier général, Toulouse par exemple, il y a 40% de chômeurs pour 10% dans la moyenne de la ville. C'est un quartier qui n'a pas, je me parle d'il y a 15 jours, qui a été bouclé par la police pendant 1 mois et demi, avec contrôle systématique à l'entrée et à la sortie. Donc, on est vraiment dans des situations où les gens qui vivent là, et qui sont souvent issus de l'immigration postcoloniale, c'est-à-dire que si la France est aujourd'hui, je ne vais pas rentrer en dehors de l'Hexagone, un État colonial, en tout cas, dans le cadre de l'Hégone, c'est un État postcolonial. Et effectivement, on vit des situations d'exclusion et de racisme. De précarité, racisme. Et alors c'est vrai que, bon, étant donné qu'on a peu d'enseignement à l'école sur ce qu'a été cette histoire-là, on peut aujourd'hui effectivement faire des analogies entre ce qu'ont vécu nos parents et ce qu'on vit aujourd'hui. D'accord. Mais enfin, la France, État colonial, etc. Comment vous réagissez, Christiane Taubira? Vous n'avez pas signé cet appel, qu'a signé donc Salah Mokrane. Mais pour vous, cet appel est un appel au secours, je vous cite. Oui, il dit quoi je le perçois comme ça. Sans entrer dans le fond, qu'est-ce qu'il dit? Il a choisi un ton, c'est la vindicte. C'est un acte d'accusation, c'est incontestablement cela. Le vocabulaire est très fort, il est puissant, il est même violent. Moi, sur le fond, je ne conteste pas l'essentiel de ce qu'il y a dans cet appel, à quelques nuances près. Par exemple, définir la loi qu'ils appellent légitimement anti-foulard, qu'on a soi-disant appelée la loi sur la laïcité, de loi discriminatoire, sexiste et raciste. Je pense qu'elle est effectivement discriminatoire, mais je ne la qualifierai pas de sexiste ni de raciste. Ce sont des mots qui appellent des violences extrêmement fortes dans la société et qui ne me paraissent pas à leur place. Mais vous reconnaissez tout en partie. Mais sinon, ce qui me paraît plus important, c'est que on a refusé la salle aux indigènes de la République. Moi, je pense que c'est incroyable. Ils devaient tenir des assises le 16 avril. Moi, j'avais prévu de me libérer pour... C'est bien juste ce que je dis. Oui, bien sûr, j'avais prévu de me libérer pour y assister parce que je pense qu'il faut entendre. Je n'ai pas souhaité signer cet appel, je n'en ai pas ressenti un besoin impérieux, mais je voulais entendre. Et ils n'ont pas eu la salle. Et je suis inquiète de ça dans cette société. C'est la CGT qui a refusé Je suis inquiète de ça parce qu'ils ne se situent ni hors de la République, ni contre la démocratie. Or, on est quand même dans une société où un parti politique, notamment, qui se situe hors de la République et contre la démocratie, qui la menace par des propos et aussi par des actes qui ont des conséquences meurtrières. Je pense à l'assassinat d'Ibrahim Ali à Marseille il y a 10 ans, à celui d'Ibrahim Bouaram qui a été jeté dans la Seine. Ça peut avoir des salles quand ça veut, ça peut faire des cortèges et des défilés quand ça veut. Or, on ne peut pas, dans une salle fermée, entendre des personnes qui ont besoin d'interpeller la République. Alors moi, j'attends simplement l'acte 2 des indigènes de la République, parce que je n'ai pas envie de dire aux jeunes de ce pays, vous êtes des indigènes de la République. J'ai envie de baliser le chemin, j'ai envie de baliser le chemin sans écarter la réalité, parce qu'elle est effectivement d'une extrême violence au quotidien pour certains d'entre nous, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, et surtout il faut en sortir, et on n'en sortira pas en fragmentant les combats, on en sortira ensemble parce que l'enjeu, c'est celui de l'identité nationale et de l'appartenance à la communauté nationale. Monsieur Siard, Claudie Siard, lui, il n'a pas signé l'appel, mais vous avez créé quand même, vous avez senti le besoin de créer cette communauté, l'union de la communauté noire de France. Alors, beaucoup de vos camarades ont signé, pourquoi pas vous alors? Écoutez, je suis assez d'accord
Avec qui? Avec Christiane Taubira de Lannon, même si effectivement sur le fond il y a dans notre pays, ce n'est pas l'ensemble de notre pays qui est raciste, la France n'est pas raciste, c'est pour ça que je voulais rectifier un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure, mais il y a encore ce racisme larvé que Michel Rocard, alors Premier ministre, disait vouloir combattre en France. Il y a encore cette attitude qui peut-être est un vieil héritage pétainiste ou de l'époque de Maurras et de l'Action française qui subsiste encore dans notre pays. Mais quoi qu'il arrive, je pense que le seul camp possible est le camp à la fois de l'optimisme et le camp de cette France qui se mélange, qui échange, qui grandit par sa diversité ethnique et culturelle. Pas du tout optimiste, hein, il est alarmiste. Mais il fait un constat de ce qu'est aussi notre pays, et il n'est peut-être pas si alarmiste que ça, parce que vous disiez tout à l'heure, c'est comme un appel au secours. Voilà, les enfants de notre nation, de notre France, quelle que soit la couleur de leur peau, leur appartenance religieuse, les enfants de cette nation sont les enfants de cette nation. Et puis, certains ont trouvé paradoxal cette union de la communauté noire de France, qui finalement, pour nous, ça a été un crève-cœur de créer cette association. Je dis nous parce que moi j'y ai participé à la création, mais je ne suis ni le président, ni le secrétaire, ni quoi que ce soit. Tout simplement parce que les Français, ayant une forte dose de mélanine, noire donc, sont extrêmement attachés à cette citoyenneté, à cette idée de la France, liberté, égalité, fraternité. Et il n'y a jamais eu, regardez, faites un constat, Pascal Blanchard peut en attester, il n'y a jamais eu d'union de la communauté noire, il n'y a jamais eu elle ne s'est jamais organisée en tant que communauté forte. Vous voulez dire qu'il manque un lobby, quoi, c'est ça? Il manque un lobby, pour parler clairement? Oui, enfin certains appellent ça des lobbies autres. Oui, non, c'est pas ça. Mais en tout cas, pour faire entendre sa voix. Alors qu'elle pourrait. Par exemple, moi, je sais que mes parents, par exemple, m'ont élevé dans ce respect de la France, et malgré les racismes répétés, malgré la discrimination, me disant, de toute façon, les choses changeront. Et quoi qu'il arrive, nous t'élevons avec d'autres idées, regarder le monde à 360 degrés, et peut-être qu'avec l'éducation que nous te donnons, l'éducation que tu donneras à tes enfants, les choses évolueront. Et c'est ça la posture que nous avons, et c'est très difficile de créer une union pour faire entendre notre voix, alors qu'on devrait pouvoir aller au-delà de nos différences. Oui, d'accord, mais... comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit là, par exemple? Moi, vous savez, j'ai beaucoup écrit sur les histoires de mémoire, et j'ai beaucoup écrit sur des colonisés qui étaient des acteurs, qui étaient des combattants, qui étaient des hommes de refus. Par exemple, j'ai fait la biographie de Messa Liou de Ferhat Abbas, travaillé aussi sur les idées de l'indépendance algérienne, les leaders de l'indépendance algérienne, ceux dont on parle aujourd'hui à propos de Sétif d'ailleurs. Et je ne me suis pas beaucoup attardé sur les gens soumis, parce qu'en fait, les colonisés ont été souvent des acteurs, des gens debout, des gens du refus. Et le processus qui vise aujourd'hui à réécrire l'histoire uniquement sous la forme de la victimisation, dans le fond, m'intéresse assez peu. Parce que ce qui m'intéresse, c'est comment les hommes ont été des acteurs qui ont transformé le monde, bousculé l'ordre existant, et ont voulu inscrire, disons, la destinée de leur pays, non pas dans un rapport inégalitaire, mais dans un rapport égalitaire d'hommes libres. C'est ça qui m'intéresse. Mais pourquoi ça explose aujourd'hui? Pourquoi c'est maintenant? Or, précisément, on n'en est plus là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où l'on veut absolument être dans une posture victimaire, en oubliant toute l'histoire coloniale, qui a été une histoire de dissidence, qui a été une histoire de combat, une histoire de tradition anticoloniale. D'ailleurs, la France, c'est une vieille aussi tradition anticoloniale. On parle beaucoup de la tradition coloniale française, mais n'oublions pas la tradition anticoloniale, qui va du refus de la guerre du Rif au refus de la sale guerre d'Indochine, y compris naturellement ceux qui ont combattu contre la guerre d'Algérie, et qui étaient effectivement inscrits dans une mémoire, dans une tradition, dans une filiation, une généalogie anticoloniale. C'est très important. Donc présenter la France de manière univoque, homogène, comme étant une France coloniale, non traversée par des conflits de classe, des conflits politiques, des conflits personnels, pour moi, ça relève pas... C'est réducteur, quoi. C'est extraordinairement réducteur. Ça ne donne pas, disons, un aspect complexe de l'histoire. Deuxième aspect, attention, qu'est-ce que c'est qu'une société coloniale? Une société coloniale, c'est une société de ségrégation, une société très violente, très dure. Vous savez, les Juifs d'Algérie ont été privés de la citoyenneté française en 1940 par l'abrogation du décret Crémieux. D'un coup, d'un jour, ils ont été exclus de la fonction publique, impossibilité d'exercer de la médecine, d'enseigner. Ils sont retrouvés ce qu'on appelait la condition de l'indigénat. Et là, on voit ce que c'est que la condition de l'indigène. Et là, vous trouvez qu'ils en font trop? Vous trouvez qu'ils en font trop, c'est ça? Mais oui. Ils en font trop. Cet appel, vous en faites trop. Vous en faites trop. Ce que je voudrais dire, c'est après, Pascal Blanchard. Quand on parle d'indigènes, on est des indigènes dans le regard des autres, dans le regard de la société française. C'est ça la question. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de ségrégation, quand vous parlez de ségrégation, il y a des parties du territoire français aujourd'hui qui sont dans cette situation-là et où on est discriminé sur la
sur la base, finalement, pas seulement de son origine ethnique, mais de son origine sociale. Et si on se retrouve avec des voisins de même origine, de même religion, c'est pas nous qui avons choisi d'habiter dans ces quartiers-là. Vous voyez, donc à un moment donné, ce qui est important, c'est pas un appel de soumis. Au contraire, c'est un appel qui, selon moi, se situe dans la tradition des combats anticolonialistes. Et un dernier mot, aujourd'hui, quand on parle de ces combats anticolonialistes et de cette tradition-là, il ne s'agit pas de l'écarter. Mais il faut quand même reconnaître, que depuis 20 ans, et depuis les marches pour l'égalité, depuis 20 ans, depuis la marche des beurs, les gouvernements de droite ou de gauche n'ont pas été les dignes héritiers des combats anticolonialistes. Pascal Blanchard, vous partagez cette vision, vous n'avez pas signé l'appel des indigènes, pourtant vous légitimez d'une certaine façon par vos écrits, par votre travail universitaire, tout ce qu'ils ont. Le manifeste d'une certaine façon. Mais alors, comment vous avez la même vision d'histoire que Benjamin Stora? Moi, je suis un historien. C'est pas le rôle de l'historien forcément de prendre un moment une lecture politique de l'enseignement de l'histoire. C'est à l'historien de travailler sur l'histoire et notamment des fois sur les parts d'ombre. Et je pense que Benjamin comme moi, on montre qu'on a plutôt travaillé sur les parts d'ombre de l'histoire. Maintenant, qu'aujourd'hui, une partie de la jeunesse de France prend position par rapport à cette histoire mal assumée. Enfin, c'est une évidence. Si on est là aujourd'hui pour parler de ce sujet-là, c'est bien que c'est une histoire qui fait débat depuis 40 ans dans ce pays. Et ça explose maintenant. Mais ça explose maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a eu une chape de plomb depuis 40 ans. On est quand même la dernière ex-puissance coloniale au monde avec le Japon à avoir un problème sur l'histoire coloniale. On n'a pas de musée des colonies dans ce pays, il n'y en aura certainement pas avant longtemps. Les années Mitterrand ont tout fait pour qu'il n'y ait pas une grande exposition nationale, pour qu'il y ait un grand musée d'histoire coloniale. Il y a eu 17 musées du sabot construits dans ce pays, aucun musée sur l'histoire coloniale. L'histoire coloniale a touché 450 millions d'habitants. Dans cette génération, il n'y a toujours rien. C'est un trou noir, parce que justement, il est extrêmement compliqué à analyser. Et il est normal qu'aujourd'hui, des jeunes qui se sentent la troisième génération, celle des pères est venue mourir pour la France, enfin des grands-pères, celle des pères est venue construire les 30 Glorieuses, et on demande encore à la génération actuelle de se taire. Il est un peu normal, comme la génération des combattants d'une certaine manière, Benjamin. Peut-être que dans 20 ans, tu écriras sur eux. Parce que c'est eux qui sont en train de dire à la République, voilà, je rappelle quand même que c'est sain, Mme Taubira l'a dit, c'est extrêmement sain. Au sein de la République, ils ne sont pas avec des pavés dans la rue, ils ne sont pas en train de se battre, ils font un appel, ce qui est démocratique, ils demandent à parler et ils s'adressent à la République, au sein de la République, pour arriver à la réformer. Ce que je trouve être dans la grande tradition républicaine, je préfère ça au Front National d'une certaine manière. Et par contre, ce que je trouve inacceptable que la CGT ait considéré qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir une salle, au nom du fait que leur texte diviserait au lieu de rassembler contre les discriminations. C'est typiquement ce qui se passe depuis 40 ans dans ce pays qui les empêche de s'exprimer. Maintenant qu'il y a un débat contradictoire, comme Benjamin, qu'on ne soit pas d'accord sur tous les points, ce que j'ai reproché avec Salah, la signature, non, ce ne sont pas des indigènes, c'est une posture coloniale de se dire indigène. Et d'une certaine manière, accepter le regard du blanc. Merci. Alors, Stéphane Smith, vous vous pestez contre ces indigènes de la République qui s'infligent, selon vous, une double peine. Les discriminations plus les statuts de victimes, une sorte d'autodiscrimination. Enfin, mais il y a pire, selon vous, ils tiennent ces indigènes à un discours totalitaire. On vous écoute. Tout d'abord, il faut évidemment reconnaître que la France a un problème avec son passé colonial. Je pense que ça ne fait pas débat entre nous. Quand moi je suis arrivé en France, quand vous êtes américain. Je suis américain, donc j'arrive et je demande la guerre d'Algérie et des gens de mon âge me disent on ne nous a pas enseigné à l'école. Donc c'est évident. Je pense qu'on voit très bien que l'histoire coloniale fait chambre à part dans la grande histoire nationale française et on ne comprend aucune raison pour cela. Donc ça c'est évident. Qu'il y ait du racisme en France, tout le monde le sait. Est-ce qu'il y a plus de racisme qu'ailleurs? Moi je viens d'un pays où au moment où je naissais, on avait encore la ségrégation dans le ramassage scolaire. Donc je ne suis pas si sûr. Il faudra surtout, dans l'appel, je constate, il n'y a pas un fait, il n'y a pas un chiffre. Il y a un nous qui est postulé par les signataires. Il est postulé que la discrimination de race est supérieure à la discrimination de classe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pauvre? Fracture raciale plus importante que fracture sociale. Et c'est dit. Et il suffit d'affirmer, au lieu de démontrer, c'est une vérité. Et il est dit, celui qui le conteste, il est nécrosé mentalement. Alors je trouve que c'est un langage, en effet... Nécrosé mentalement? Oui, et nécrose mentale, nécrose d'esprit, tout cela y figure. Donc j'ai l'impression que ce n'est pas un appel qui ouvre le débat, c'est un appel qui le ferme. Je n'ai pas lu, je pense, alors j'ai pas signé le même texte qu'il a lu. Ah, s'il y a plusieurs versions, ça m'étonnerait quand même. Madame Taubira, j'étais sûr l'avait. C'est même à 2 reprises, donc vous le trouvez très bien. Et vous avez l'impression que si vous êtes antiraciste, il est dit, si vous n'êtes pas par hasard
pourvu de suffisamment de mélanine, donc votre pigmentation n'y correspond pas, vous êtes automatiquement un paternaliste. Donc ça vous laisse aucune possibilité. Vous vous solidarisez avec les gens, ils vous disent mais vous êtes un paternaliste, vous dites vous êtes contre et vous êtes un raciste. Alors c'est un jeu où on ne peut pas gagner. On peut être antiraciste et discriminé. Et c'est souvent ce qui se passe. Et la différence, et ce qui est intéressant aujourd'hui dans le débat... On peut être noir et raciste. Bien sûr. Voilà. Et arabe et raciste, c'est la connerie de la républicain et colonialiste. L'histoire de France le démontre. Mais par contre, oui, la question de discrimination et du racisme sont deux questions totalement différentes. Et dans le débat aujourd'hui, ce dont il est question, c'est la question des discriminations. Et je crois qu'on peut être antiraciste et discriminé. Mais je dis pas que la France est terminée, mais il y a une chose que je peux quand même dire, Benjamin l'a souligné, ce qui est vraiment sur le fond choquant, c'est qu'on voit le statut de colonisé ou d'être un descendant de colonisé, c'est ça le socle identitaire de toute une partie de la France, on ne comprend pas. Est-ce qu'il n'y a rien d'autre? Il n'y a pas d'acteur. On est en France parce que c'est la France coloniale qui nous a aspiré. Il a même dit que même si je n'ai pas la nationalité française, je suis en France, j'y reste, j'ai les mêmes droits. Si je ne les ai pas, ce n'est pas normal. Moi, je suis américain, j'ai une carte de séjour, je ne trouve pas ça discriminatoire. Je ne sais pas où sont les signataires. Ils font de leur propre personnes qu'ils revendiquent représenter des victimes prostrées qui n'ont aucune, qui ne mènent pas leur vie. Je pense qu'il y a aussi une notion qui est quand même dans la société américaine où on sait que la ségrégation a aussi construit une certaine forme de culture du Sud, par exemple, qui n'est pas, il n'y a pas que ça dans le sud de l'Amérique, mais il y a une culture du Sud qui est liée à l'histoire de l'esclavage qui est très prégnante dans la société. Ce qui explique aussi l'appel, d'une certaine manière, c'est qu'il y a une culture coloniale qui perdure en France et qui, parmi un certain nombre d'éléments sociaux, politiques, fait une identité. Attendez, Madame Taubira, on peut dire qu'il y a les ratés, les fameux ratés de l'intégration, les ratés de l'intégration. Mais au-delà de ça, on parle d'une fracture sociale, précarité, discrimination à l'emploi, au chômage, etc. Pourquoi faut-il faire le lien forcément avec la mémoire? Pourquoi? Alors que le problème d'aujourd'hui, c'est pas forcément la mémoire, c'est la réalité de la fracture sociale. D'accord? Non, mais la mémoire est utile parce que... Oui, pour comprendre elle dit, quoi. Non, elle ne légitime rien, la mémoire, évidemment. Si elle légitime profondément, c'est-à-dire que... Alors, la mémoire et l'histoire sont deux choses très différentes, nous sommes bien d'accord. Alors, si nous parlons de la mémoire, nous parlons de la parole publique, nous parlons du vécu, nous parlons de la façon dont les gens s'approprient l'histoire, les connaissances souvent fragmentaires qu'ils ont de l'histoire, la façon dont ils traduisent cette connaissance pour caler leur propre identité et leur relation à l'intérieur de la société. Donc de ce point de vue, la mémoire est utile et indispensable. L'histoire est un travail plus objectif, plus rigoureux, plus méthodique, mais la mémoire, c'est elle qui traverse les gens, c'est elle qui fait qu'on se sent avec quelque chose en commun. Il faut bien voir que quand même, ces problèmes ne viennent pas d'ailleurs, de nulle part. Lorsqu'on dit que les gens s'installent dans une position de victime, bon, moi, j'ai vraiment pas une tête de victime. Il demeure que, je ne peux pas ignorer qu'il y a des personnes qui sont acculées, qui sont vraiment assignées à une position de victime. Les infidélités à la République, elles ont été faites par des politiques d'État. Les plus flagrantes, par exemple, sont les politiques de logement qui ont organisé une certaine ségrégation spatiale sur le territoire français. Une des plus dangereuses sont les politiques d'éducation. Regardez les ZEP. On a pris acte d'un zonage, donc de discrimination au niveau de l'éducation. On a essayé de les traiter plutôt mal, après les avoir maltraités d'ailleurs. On a essayé de les traiter plutôt mal, avec des résultats très nuancés, très mitigés. Donc il y a ces réalités-là que des milliers, des millions de personnes vivent. Et on ne peut pas ignorer ça. Alors moi, je ne plaide pas pour qu'on soit dans une posture de victime, je plaide pour qu'on soit dans une posture combattante. Et je répète que c'est vraiment la question de l'identité nationale. Je répète que c'est vraiment la question de l'appartenance à la communauté nationale. Qu'est-ce qui fonde cette appartenance? C'est évidemment la généalogie des générations en génération. C'est la naissance, c'est la beauté du droit du sol, mais c'est aussi la loyauté par rapport à la nation. C'est le fait de prendre fait et cause pour elle dans l'adversité, donc d'assumer aussi bien son histoire glorieuse que son histoire honteuse. C'est le fait de l'obliger à se hisser au plus haut de ses grandes ambitions, la Déclaration des droits de l'homme, ses missions universelles. Donc c'est ça, mais il faut créer les conditions pour que cette loyauté et cette solidarité s'expriment. Et que la République soit la même pour tous. Donc il faut, voilà. Donc il y a une superposition de fractures et c'est la difficulté. Benjamin Stora, vous voulez intervenir? Christiane Taubira a tout à fait raison de dire que la mémoire n'est pas l'histoire, et ça c'est très très important. Ça c'est fondamental, parce qu'on peut avoir effectivement une mémoire active, c'est-à-dire qui est tournée vers le futur et qui nous permet d'avancer en fonction des leçons du passé bien évidemment, mais aussi on peut avoir une mémoire fardeau, une mémoire qui nous tire en arrière.
C'est-à-dire une mémoire qui nous empêche, nous interdit quelque part de regarder et de relever les défis du futur. Moi, je crois qu'il y a un double aspect. J'ai beaucoup travaillé sur ces histoires de mémoire. Il est bien évident que pour moi, je mets l'accent sur ce qui permet aujourd'hui de construire des outils qui nous permettent de sortir véritablement des mentalités coloniales qui sont en situation de survivance et non pas essayer de répéter le passé, essayer de rejouer le passé en portant les vêtements du passé. Ça, c'est la pire des attitudes. Et qui porte les vêtements du passé? Qui porte les vêtements du passé? Les signataires de l'appel? C'est quoi les vêtements du passé? Quand on dit « je suis un indigène », mais c'est un vêtement du passé. Alors je comprends très bien qu'on puisse vouloir revêtir les vêtements du passé, parce que dans le fond... Mais on ne refait pas le film, quoi. Mais on recommencera pas ce passé. Par contre, qu'il y ait des traces de ce passé, bien évidemment, c'est fondamental. Allez-y. Bon, non, il faut que le débat avance. Il faut que le débat avance. Allez-y. Je m'interroge sur quelque chose. Christiane Taubira a dit à quel point nous étions attachés, quelle que soit la couleur de notre peau, attachés à cette France, à cette idée républicaine, liberté, égalité, fraternité. Et depuis un an et demi, avec les différents feuilletons médiatiques, on a cristallisé des millions de Français, ayant la peau noire, en parlant d'antisémitisme chez les Noirs. Après, vous parlez quoi de l'affaire du Dieudonné? Oui, entre autres, mais enfin, c'est ça dont vous parlez. On a parlé de l'antisémitisme noir, on est encore dans les fantasmes. Après l'histoire du RERD, on a parlé de ces voyous noirs et maghrébins qui ont agressé une jeune fille. Finalement, il n'y avait rien. Cette jeune fille s'est excusée, mais ne s'est pas excusée auprès des personnes qui ont été injustement accusées. Et puis, il y a eu, après les manifestations lycéennes, il y a eu ces violences de jeunes, pour moi, ce sont des jeunes français, qui ont agressé d'autres jeunes. Alors, des lycéens, exactement, avec des casseurs qui sont venus agresser. On a dit, ce sont des noirs. racisme anti-blanc. Voilà, le racisme anti-blanc. Le mot a été lâché, oui, racisme exactement. Alors que, et s'il vous plaît, parmi ces jeunes voyous, il y avait des noirs, des blancs, il y avait des jeunes français. Qu'importe la couleur. Parmi les victimes, j'allais justement y venir, et parmi les victimes, il y a également des noirs qui ont été détroussés, dépouillés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne doit pas juger les gens sur la couleur de leur peau. Ces casseurs-là sont simplement des voyous. Et lorsque l'on cristallise comme ça des gens et sur la couleur de la peau, et sur des millions de gens, enfin, les images qu'on a vues à la télé, j'y peux rien, j'ai vu les images à la télé, c'était des noirs, on est d'accord. Ce ne sont pas des noirs, ce sont de jeunes... Non, mais ce sont de jeunes Français. D'accord, de jeunes Français noirs. Alors, venant de je vais faire vraiment de la provocation un peu malgré moi. C'est qu'il y a des affaires de pédocriminalité extrêmement graves en France. On ne décrète pas à partir de là que tous ceux qui ressemblent physiquement à ceux-là sont des pédocriminels. Qu'est-ce que c'est? Les seules catégories de la population française qui sont collectivement coupables. Et a priori, ce sont toujours les mêmes. S'il vous plaît, je voudrais juste terminer. C'est simplement parce que quand je parlais de répétition et de rejeu d'histoire, il y a effectivement ceux qui rejouent l'histoire d'un certain côté, mais il y a ceux qui rejouent l'histoire de l'autre côté. Attention, et eux aussi ils répètent, ils veulent rejouer l'histoire. Ceux qui aujourd'hui disent la colonisation est positive, ceux qui disent ils rejouent l'histoire, ceux qui parlent de communautarisme anti-blanc, etc. Ils rejouent aussi l'histoire. Tout le monde rejoue l'histoire. Donc le problème, c'est d'empêcher qu'on répète en permanence cette histoire pour arriver à une sorte de réconciliation mémorielle. C'est tout, voilà. D'accord, merci. Claudie, vous terminez parce que... Juste revenir sur cette pétition, Sébastien, David et Kader. Ça, c'est le manifeste contre le racisme anti-blanc. De M. Finkielkraut, signé par Bernard Kouchner. C'est pas racisme, c'est ratonnade. Les mots ont une histoire, ils ont un contenu, ils sont connotés. Ça n'est pas indifféremment qu'on utilise le mot ratonnade anti-blanc. C'est vraiment une vision racialiste de la société. Et c'est en plus un jeu d'affrontement, de confrontation. Terminez ensuite, Stéphane. Je voudrais juste préciser que les Africains chrétiens, que les Réunionnais, que les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais s'appellent aussi Sébastien, David, et pour certains musulmans ou non d'ailleurs, Kader. Donc, on sent bien là, dans ce propos-là, dans ce manifeste-là, qu'il y a le besoin de cristalliser sur des millions de gens à cause de la couleur de leur peau, et rien d'autre. Le jour où la France sera sortie de ce mauvais pas ou de ce chemin-là, on commencera peut-être à accepter son passé, à la fois le passé colonial. Pas la France.
C'est pas la France. Ce sont des personnes Ce sont des qui certains. parlent. Il y a la Non, loi. non, Oui. il y a des postures défensives. Alors C'est parlons de la vrai, loi, c'est c'est autre vrai. chose. Attendez, Non, non, il y a même des facteurs aggravants. Vous avez raison, Christiane, vous avez raison. Non, non, C'est une il y a partie des de la France personnes et qui sont quelques sur des personnes. postures. Non, mais alors c'est vrai. travail, parce que d'un côté, il y a la loi, certes, mais il y a aussi des espaces que la République est en train de construire, comme le musée des Outre-mer à Marseille. tout à fait. Excusez-moi, c'est pour la première fois, on va construire un musée national dans ce pays à destination d'un public ciblé pieds noirs et harkis. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas de musée des colonies, mais il y aura un musée de l'œuvre française outre-mer. Positive. Positif, vous le savez. Donc ce qui veut dire que la République n'est pas d'accord, elle ne signe peut-être pas l'appel du racisme anti-blanc, mais d'une certaine manière, elle est en train de construire des lieux qui vont continuer à fabriquer du mental de culture coloniale, qui va favoriser une mémoire par rapport à une autre, et on en a parlé, Benjamin, tu connais le sujet comme moi. Ce qui est là dramatique, c'est qu'on prévoit quand même d'envoyer nos enfants de nos écoles dans ce mémorial de l'œuvre française, avec une loi de la République qui nous dit que maintenant, nous, Arrêtez enseignants... de me dire comme de mettre Non, non. votre bras comme ça, parce que j'ai voté contre la loi. Non, mais je vais aller à la loi, au Parlement. J'ai voté contre la loi et je l'ai comme ça. Tout à fait. C'est un scandale que cette loi soit passée au Parlement d'ailleurs, et ça c'est un sujet quand même de fond. La loi Alors du 23 février, hein, pour être clair. Exactement, sans qu'à Déposée l'époque... par un député UMP qui s'appelle... Vanès, qui est Vanès. député du Nord. D'accord. Ce qui est scandaleux, c'est qu'à ce moment-là, il n'y ait pas eu justement un scandale de la part des partis de gauche, bien au contraire, contre ce qui se passait au Parlement. D'accord. Je reviens vers CFN Suisse, si vous voulez bien, parce que vous n'êtes pas hostile à cette sorte de manifeste contre les ratonnades anti-blancs, etc., hein, qui se sont passés. Vous dites, je cite Adam Finkielkraut, vous allez dire si vous êtes d'accord quand il écrit, la francophobie se répand comme la judéophobie et ne s'en distingue pas. Et il fait allusion aux manifestations où les lycéens ont été tabassés. Oui, mais on le constate autour de la table. On est dans une parole écorchée, c'est-à-dire chacun reproche à l'autre de se cloisonner, de s'enfermer, de se créer sa communauté. Et je pense qu'on le voit. Et d'ailleurs, il y a une contradiction d'une certaine façon. Que le supposé racisme qu'on colle après à la peau des gens, y compris, vous l'avez bien expliqué, avec une logique de responsabilité collective, que ce supposé racisme soit la réponse à un racisme réellement existant et qui existe depuis longtemps, qui peut le contester? Seulement, est-ce une bonne réaction de dire, d'une part, on filme quelques noirs qui s'en prennent à des blancs et on en fait un raisonnement extensionnel, on dit toute une communauté, et votre réaction, là je deviens quasiment agressif, c'est de dire, je réunis les noirs. Je fais une union, attendez une seconde, je fais une réunion pour enfin les unir, pour créer, comme vous l'avez dit, un lobby. Et qu'est-ce qui réunit tous ces noirs? Ils sont chrétiens, pour ceux qui viennent d'Afrique centrale, ils sont musulmans s'ils viennent du Sahel, ils ont des histoires, des trajectoires totalement différentes. La seule chose qui les réunisse, c'est la pigmentation de la peau. Donc vous répondez à un racisme par finalement un raisonnement, un regroupement racial. Une seconde chose, juste une seconde. Le décloisonnement, ça doit aussi venir en regardant les choses un peu de l'extérieur. Quand on boucle une ville américaine, un quartier où il y a beaucoup de noirs, est-ce que c'est un fait post-colonial? Faire de l'anticolonialisme post-colonial me semble déjà une contradiction dans l'interne. Donc j'ai l'impression qu'il y a de vrais mots, de vrais malaises, de vrais problèmes, mais la réponse qui est apportée est une réponse franco-française à l'étouffer. On est dans son affaire qui n'a jamais été décloisonnée. On ne regarde pas ce qui se fait ailleurs. Oui, et ça chauffe, c'est un effet de serre, et ça devient de plus en plus racial et communautaire. Je voudrais juste vous expliquer que pour nous, ça a été, je parlais de crève-cœur tout à l'heure, ça a été extrêmement difficile parce que nous ne sommes pas dans cette logique-là de créer une union, pour ça, pour l'instant, c'est très embryonnaire. Non, mais attendez, tout simplement parce qu'on s'est dit, face aux attaques répétées, on s'est dit, mais que faut-il faire? Nous tentons de parler de façon individuelle, on ne nous entend pas. Alors faut-il peut-être, vraiment, j'assure, il y a vraiment une vraie douleur. Mais vous n'êtes pas représenté par les associations antiracistes, SOS, le RAP, la LICRA. Voilà, exactement. Sauf que, vous voulez que je vous dise, non, je ne fonde pas une union des Américains en France. Non, vous voulez que je vous dise, franchement... Je suis encore rien. Attends, laisse monter l'anti-américain. Et là, je vais vous livrer quelque chose. Pour nous, ce qui était important, c'était de faire, et tous ceux qui étaient là, qui étaient réunis là, et des gens que vous connaissez très bien, des sportifs, des gens du monde du spectacle, c'était juste de faire entendre notre voix, et après de savoir dissoudre cette union pour retrouver notre place et une légitimité au sein de l'ensemble. Mais je comprends pas, le racisme, c'est le racisme pour tout le monde, si j'ose dire. Exactement. Alors, donc pourquoi alors le MRAP, la LICRA, le SOS Racisme sauf que malheureusement, alors justement, il y a eu cette constatation-là de la part de certains. Malheureusement, on avait le sentiment que les problèmes qui touchaient les Français de couleur noire étaient quelque part moins défendus que les autres. On a vraiment eu ce sentiment-là, et à plusieurs reprises.
on a eu moins le sentiment qu'il y ait eu une prise de position de la part de certains mouvements antiracistes dans certaines situations. On revient 3 secondes à l'affaire de Dieudonné, que Dieudonné aussi, il n'y a pas eu de lobby noir qui l'ait suffisamment défendu? Non, vraiment. Et vous savez, souvent, la réaction... Et j'ai pas envie de parler de Dieudonné, vous savez pourquoi, parce que le fait qu'il soit pas là, ça me gêne toujours qu'on parte sur de quelqu'un qui ne soit pas là. Mais le fait qu'il y ait eu ce soutien-là, parce que certains, à tort ou à raison d'ailleurs, hein, ont eu le sentiment que peut-être cet homme-là, à travers son combat, faisait peut-être entendre ce que d'autres n'arrivaient pas à dire. Peut-être, à tort ou à raison. À tort ou à raison. C'est grave. Non, parce que si c'est ça que les autres n'arrivaient pas à dire... Non, pas du tout. Je parle simplement, là je suis sur le volet donc des afros, des Français noirs, et je parle sur d'autres trucs parce que je peux vous dire qu'il y a eu une véritable condamnation de certains propos, de certaines attitudes. Mais à côté de cela, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que dans notre pays, ces Français qui ont cette couleur de peau ne vivent pas une discrimination qui est violente à l'école, à l'embauche et partout. Et puis juste... Il y en a qui sont médecins, qui sont pharmaciens, évidemment, qui sont universitaires. Évidemment. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut resituer les choses un peu. Oui. Mais ce que je veux dire aussi, c'est... Attendez, M. Mokrane a demandé la parole depuis longtemps. En fait, sur 2 choses. C'est d'abord qu'effectivement, aujourd'hui, et depuis longtemps, on ne se sent plus suffisamment représenté ou défendu par certaines organisations antiracistes, voire... Vous confirmez ça? Je confirme ça, voire dans le cas de SOS Racisme ou de Ni Pune Ni Soumise, on se sent même stigmatisé. Pourquoi vous ne défendez pas suffisamment le bras? Sur la question de l'antiracisme, je pense qu'il y a un travail qui est intéressant, qui est fait par ces diverses organisations. Mais ce qu'on veut remettre en cause aujourd'hui, c'est le caractère systémique des discriminations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà des discours que la République tient sur elle-même, la réalité du terrain, des pratiques, du quotidien, c'est un système qui fait qu'il y a des possibilités de progression sociale qui nous sont défendues et qu'on est évité. Et juste sur la question, on ne revêt pas, mais si c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, je ne dis pas que c'est... Les lois aujourd'hui de la République, ce sont des lois égalitaires, enfin globalement. La Constitution française, mais... C'est une constitution dans laquelle je me reconnais. Et la question aujourd'hui par rapport à cette question de l'égalité, c'est qu'en pratique, ça n'est pas appliqué. En pratique, ça n'existe pas quand on est pauvre. Et souvent, quand on est pauvre ou relégué dans ces quartiers-là, on est issu de l'immigration postcoloniale ou des territoires d'outre-mer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on ne revêt pas les habits du passé. Il faut un peu laisser un minimum à cet appel, la possibilité à cette initiative au-delà de l'appel, parce que ce n'est pas un texte qui est inscrit dans le marbre, de se développer. Moi, quand j'entends sur la question de la victimisation, ça me rappelle un petit peu le reproche qu'on adressait au début au combat des femmes, quand elles se regroupaient, et on leur dit oui, mais vous êtes des victimes, vous êtes des victimes, vous êtes des victimes. Et il a fallu effectivement en dénoncer, en passer par la dénonciation. Bon. D'accord. Mais est-ce que... Oui, pardon, monsieur. D'abord, premièrement, une chose, c'est que moi, la Constitution de la Ve République, personnellement, ne me convient pas, contrairement à ce que dit Salah Mokrane. Mais pour ça, je m'organise politiquement, syndicalement, dans des mouvements associatifs qui existent, etc. Ça, c'est une parenthèse, en termes d'efficacité de stratégie politique. Deuxième aspect qui est très important, la grande bataille d'aujourd'hui, c'est celle du décloisonnement de la circulation des mémoires, et non pas de l'enfermement dans chacune des mémoires personnelles. C'est tout le problème. Et ce décloisonnement, on risque de guerre des mémoires, de la perpétuation. On est dedans la guerre des mémoires, on y est là. Donc, pour sortir de cette guerre des mémoires, quelle est aujourd'hui la stratégie? Quels sont aujourd'hui les moyens à mettre en œuvre? D'abord, il y a la question de l'école, on y reviendra peut-être si on a le temps, c'est-à-dire la question de la transmission par l'école. Et donc, il faut absolument former un maximum d'éducateurs sur ce qu'a été cette histoire. Et ça demande un investissement colossal, considérable. Par exemple, mettre en place ce qu'on pourrait appeler des post-colonial studies dans les universités françaises, peut-être sur le modèle américain d'ailleurs. C'est quoi? Les post-colonial studies, ce sont des départements qui existent dans les pays anglo-saxons et qui sont chargés d'étudier cette histoire coloniale avec la langue, avec la civilisation, avec ce qu'ont vécu les colonisés et ce qu'a été cette politique. Et cette tradition de culture, d'enseignement qui est dispensée dans les universités anglo-saxonnes n'existe pas en France. Et ça, c'est un immense problème. Mais on peut raconter l'histoire depuis 15 ans. Attendez, on peut raconter l'histoire de 2 façons, évidemment. Bien sûr. On peut dire l'histoire de la colonisation, c'est une histoire formidable, héroïque, machin. Et puis c'est vrai que ça a apporté des bienfaits. Et que ça a apporté des bienfaits aux gens, etc. Et on peut raconter l'histoire des horreurs. Ce lieu de transmission-là n'existe pas. Donc il
faut commencer par là. de débat. Ça va donc. plus loin, ça va plus loin. On peut même Donc, dire qu'il y a des blocages. Il y a véritablement des blocages institutionnels qui rendent difficile ce qu'est en train d'expliquer Benjamin. C'est pas un hasard si notre pays ne recrute pas en post-colonialisme. C'est pas un hasard si on n'a pas assez d'enseignants sur ces questions. C'est pas un hasard si la loi dit qu'il faut en parler positivement. C'est pas un hasard si on peut pas emmener nos gamins quand on est prof dans un musée pour parler de ce sujet. Tout ça, il faut quand même le reconnaître, mais il faut être à un moment, il faut en parler. D'où vient le problème de l'État à ce niveau-là? C'est bien l'État qui, à ce niveau-là, n'est pas en train de pacifier les mémoires, voire même est en train de jouer une mémoire contre l'autre, dans un cas pour une raison purement électoraliste. Vous pensez à quoi? Le vote pied noir, il faut être très clair. Parce que le lobby Jeunes Pieds Noirs, quand vous voyez que le Sénat autorise Jeunes Pieds Noirs à venir faire un colloque en son sein avec un certain nombre d'historiens, et dont certains sont quand même peu recommandables, excusez-moi de le dire, sur une véritable nostalgie, voire un révisionnisme colonial, je ne peux Nostalgie de l'Algérie française, mais bien sûr, nostalgie de quoi? Nostalgie de l'Algérie française, nostalgie de la posture coloniale, avec des discours à la Montandon ou à la Lugan, ça choque. En tant que républicain, je ne comprends pas comment un des palais de la République peut autoriser justement d'entretenir ces débats. Ou alors qu'ils me disent, lundi c'est Jeunes Pieds Noirs, et mardi c'est l'appel des Algériens de la République. D'une certaine manière, même s'ils ne parleraient pas encore ensemble, ils commenceraient à se rapprocher. Sur le fond, il n'y en a qu'un seul qui a le droit au palais de la République, et les autres n'ont même pas le droit au palais de la CGT. Ce qui quand même est assez révélateur de la déséquilibre dans notre pays. Juste dire que j'ai rien appris à l'école. Sur cette histoire-là, je n'ai rien appris à On a du l'école. boulot, Benjamin, Donc, tu vois. non, mais c'est la vérité. J'ai rien appris à l'école et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en lisant vos livres. Mais là, ça veut dire qu'il a fallu que j'ai pu Non, mais c'est vrai. avoir accès à ces livres-là. Ouais. Il a fallu que j'ai pu avoir accès au niveau de mon niveau d'instruction, voire de mes moyens financiers quand même. Non, mais c'est vrai. Oui, Madame oui. Taubira. Alors, je suis contente d'avoir entendu Pascal Blanchard parce qu'il a précisé les choses tout à l'heure quand j'ai dit non, c'est pas la France. Il a dit oui, en montrant la loi et en me. L'index, oui. Là, il parle de l'État. Oui. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, il parle de l'État, il précise les choses. Moi, je disais tout à l'heure que j'attends l'acte 2 des indigènes de la République, c'est-à-dire forcément ce que j'appellerais le plaidoyer pour l'action. Là, c'est un acte d'accusation. Maintenant, que faisons-nous? Et si nous passons à ce plaidoyer pour l'action, forcément, nous allons poser le problème de la refondation du pacte social. Oui. Parce que je suis quand même assez surprise du vocabulaire qui est utilisé lorsqu'on essaie de parler des difficultés sociales. On est dans le vocabulaire d'ethnologie, d'anthropologie, très rarement dans la sociologie et dans l'histoire. Et puis permettez-moi, mais je vais y introduire un peu de la politique. Parce qu'en fait, si il y a ces difficultés, on nous parle de communautarisme, on utilise de plus en plus le vocabulaire ethnique, etc. S'il y a ces difficultés, c'est quand même aussi essentiellement parce qu'il y a un désengagement de l'État. Et en pendant du désengagement de l'État, il y a des réseaux de solidarité. Il y a la société civile qui s'organise par la famille, sous forme d'associations, de vrais réseaux, qui d'ailleurs très souvent transcendent les identités en tant que telles. Parce que c'est dans des lieux que ça se passe et que dans ces lieux-là, même s'il y a souvent des dominantes ethnoculturelles, en fait, il y a quand même une relative mixité. Donc ça transcende les identités en tant que telles. Et il faut poser cela. Et tant que ce sont ces associations, ces réseaux qui vont assurer et assumer l'accueil, l'accompagnement administratif, l'encadrement dans la recherche de logement, d'emploi, le soutien scolaire, etc., elles seront plus légitimes, elles auront sur l'État l'avantage de la bienveillance et de l'efficacité. Le désengagement de l'État, donc il faut poser... Mais oui, le départ des services publics, le fait que l'État n'assure pas un service d'éducation dans les mêmes conditions sur tout le territoire, etc. Donc ce désengagement-là, il faut le poser. Et peut-être que par ce biais-là, on va revenir aux problématiques... Oui, absolument, au niveau de l'État en tout cas. Il faut revenir aux problématiques des vrais clivages. Il y a des clivages sociaux qui se superposent. Et puis aujourd'hui, on ne parle que d'identité, que d'ethnie, etc. Mais la réalité de la société française, elle n'est pas faite de ça. Et quand je parlais de l'identité nationale... C'est une façon, au fond, quoi, de se cacher derrière des mots, quoi? De ne pas aborder les questions incurie, c'est une vraie incurie, c'est de l'électoralisme aussi, c'est du facile, hein, capter des espèces de tranches d'électorat, oui, tout à fait, mais c'est une incapacité à s'interroger sur l'identité nationale. L'identité nationale est une construction culturelle, sociale, historique et politique. Ça n'est pas quelque chose de figé définitivement. Or, on ne s'interroge pas aujourd'hui sur l'identité nationale. Or, fait partie de l'identité nationale, justement, c'est ces identités qui viennent de l'ancien empire colonial. L'appel des indigènes est aussi une manière de s'interroger sur qu'est-ce Tout à que fait, l'identité je parle nationale. des pouvoirs publics qui ne s'interrogent pas. Il devient vraiment très urgent de faire de l'histoire, on le voit, parce qu'on est dans la guerre des mémoires. Et plus la guerre des mémoires va durer, plus ça va être difficile de faire de l'histoire. Parce que la guerre des mémoires. Oui, parce que un énoncé de fait va se heurter à une parole quasiment thérapeutique, parce que les gens sont blessés, ils ont besoin de dire leurs faits, et c'est légitime, et ça va rencontrer la parole de Benjamin d'autres qui essayent de dire le fait. Ça, c'est une première chose. Et je pense que ça montre qu'il est vraiment urgent de faire de l'histoire tant que c'est encore possible. Je ne suis pas très optimiste que ce soit encore possible. Mais au-delà de cet aspect-là,
cette parole qui a été énoncée dans l'appel, on voit très bien qu'elle a plus une vertu de rassemblement, de créer un espace nous. Et fatalement, quand on crée un espace nous, on crée aussi un espèce de nous collectif, qui s'oppose aux autres. Et en même temps, un nous politique, vous dites. Oui, un nous politique, mais en même temps, on dit, on réclame le droit à la différence, et en même temps, on dit, quand il n'y a pas égalité, il y a discrimination. Il réclame le droit à l'égalité. Ce que dit Stephen Smith est très vrai, la difficulté d'écrire l'histoire, parce qu'il y a la difficulté presque à rentrer dans la souffrance des autres. Par exemple, il y a des groupes dont on ne parle pas ici autour de cette table, la question des harkis, la question des pieds noirs, etc., qui ont été, effectivement, et qui ont subi une violence. Mais c'est une course à la victimisation, ça. J'ai souffert, j'ai souffert. Mais alors le problème, c'est que on fait en créant d'abord des lieux de transmission de savoir à travers l'université, l'école. On ne peut pas se vivre comme uniquement une mémoire souffrante, bien on est sûr, d'accord. on crée aussi des lieux d'histoire et de mémoire, bien entendu, dont il faut effectivement travailler sur le concept, sur la réflexion, musée d'immigration, musée de l'histoire coloniale, etc. Ce sont des lieux de mémoire que la France absolument doit mettre en place. On favorise bien sûr la recherche historique française, parce que ça, ce sont des choses aussi très très importantes du point de vue de la transmission et donc du point de vue de l'édition. Naturellement, ça quand même disait fort justement le problème de la privatisation du savoir, c'est-à-dire qu'on va chercher soi-même des bribes, des fragments d'informations indépendamment de l'institution scolaire. C'est ça le problème de l'écriture d'histoire. Et puis enfin, il y a un autre aspect, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. De l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire en Afrique du Nord, en Afrique noire au sens large, il y a aussi ce besoin d'écriture d'une histoire qui soit une histoire décolonisée, qui ne soit pas une histoire venant uniquement du Nord, parce qu'il faut aussi penser à ça. Parce que l'écriture de l'histoire, elle se fait en miroir. C'est une écriture d'histoire qui ne peut se faire qu'à plusieurs voies, donc dans un travail entre tous les historiens d'une rive à l'autre de la Méditerranée. On ne peut pas reproduire non plus une écriture d'histoire qui soit européocentrée. Je ne sais pas si je me fais... Non mais qu'est-ce que vous attendez, vous, concrètement, pour réparer ce déni d'histoire? Il y a une revendication par rapport à la question de l'histoire, c'est vrai. Et moi, je partage ce que vient de dire Benjamin Stora. Mais je pense que l'essentiel, quand même, de la revendication de cet appel, c'est une revendication pour replacer la question de l'égalité au centre du débat politique. Elle n'y est plus. Non, elle n'y est plus, et ça fait bien longtemps qu'elle n'y est plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment, effectivement, dans une situation où débrouillez-vous dans vos quartiers, débrouillez-vous dans vos espaces. Effectivement, on n'a plus de services publics, on a des écoles qui sont dans des états lamentables, surchargés, où on retrouve, effectivement, du fait de la ségrégation spatiale, des gens de même couleur, de même religion, majoritairement dans une classe. Moi, j'interviens dans des classes, j'arrive dans des classes, des écoles de la République, laïques, pas des écoles privées. Je vois des classes où les 3/4 de la classe sont d'origine africaine, maghrébine ou de culture musulmane. Voilà la situation aujourd'hui. Et échec scolaire, et ça recommence. Et après, on reproche à ceux qui sont concernés par ces discriminations de lancer un appel. Et je crois que la différence aujourd'hui, par rapport à ce qui peut se passer avec d'autres organisations, c'est que ce sont les premiers et les premières concernées qui aujourd'hui lancent cet appel. Et à partir de là, il y a comme une suspicion, étant donné le climat ambiant, l'après 11 septembre, il y a comme une suspicion de vous êtes en train de manipuler l'histoire, vous êtes en train de vous habiller avec les habits du passé. Non, c'est pas ça. C'est qu'on parle de ce qui nous concerne et de ce qu'on vit quotidiennement. Mais par exemple, le travailleur immigré, c'est le nouveau colonisé, c'est ça? Ça continue? C'est-à-dire, on peut calquer comme ça stupidement les choses, enfin, stupidement, on sait rien, mais on peut calquer les choses? Oui, en tout cas, dans le regard aujourd'hui d'une grande partie de l'administration française, c'est exactement le cas. Quand on parle de zone à recoloniser, quasi, à reciviliser, quand on a même un journaliste qui emmène sa caméra... Attendez, mais allons jusqu'au bout. Le plan Borloo, c'est ni plus ni moins un plan adapté à un pays du tiers-monde en métropole. C'est une vision... Je n'exagère... Laissez-moi finir. Laissez-moi aller jusqu'au bout du raisonnement. On arrive de l'extérieur, avec des postures de l'extérieur, des plans qui sont pensés depuis Paris. Attendez, vous voulez qu'on repart des plans de fer, des plans de réhabilitation en Algérie dans les années 56-58? Tout était décidé par la métropole. Comme aujourd'hui se passe souvent d'ailleurs dans les dom-toms encore, on arrive dans les banlieues avec des plans qui sont établis. On arrive, on pose des tours, on enlève des tours. Attendez, Benjamin, laisse-moi aller jusqu'au bout. Laisse-moi aller jusqu'au bout, on est effondré totalement. Ce que je veux dire, c'est que toute la logique et la manière de consulter les gens, on dit qu'on consulte les gens à l'intérieur pour garder la mémoire du quartier. Redonner quand même un habitat pas mal, c'est quand même pas... Mais alors qu'on sait que dans toutes les études publiques, les gens n'ont qu'une idée, c'est partir de leur banlieue. C'est un quartier où on n'a pas d'avenir. Relisez Éric Morin et son ghetto français. On le sait que l'endroit où on est, c'est l'endroit où on va faire sa vie et son destin va être soit positif, soit négatif. Tout le monde le sait, mais on garde ses réserves, moderniser. Ne pas consulter les gens n'est pas un fait colonial. Non, oui, c'est ça, les mots sont... Par contre, penser leur espace comme un espace fermé, c'est-à-dire vraiment un espace fermé par rapport avec une zone invisible où sur la carte tu as les 800 points de la République qui font débat aujourd'hui en question, tu es pas loin, comme dit Françoise Vergès,
des outre-mer en métropole. Alors, Benjamin Stora, vous cherche des parallèles, on trouve des milliers. Excessif, quoi. Oui, c'est un peu excessif parce qu'effectivement, la France n'est pas une société coloniale. Aujourd'hui, il n'y a pas reproduction simplement des plans de Constantine de 1960, du plan de fer. Je pense pas. Ça, c'est une. Non, il y a effectivement, il y a eu un franchissement de seuil. Il y a des survivances coloniales. Il y a des savoir-faire, des survivances. De la période coloniale. Bien sûr, il y a bien la France, entendu, par exemple, mais c'est pas la même chose. Elle a géré la différence culturelle dans son empire colonial avec des méthodes que malheureusement elle a tendance parfois, même inconsciemment, à reprojeter ici. Ça c'est absolument incontestable. Quand elle a géré par exemple les caïds et les chefs coutumiers, le code de l'indigénat, absolument, enfin, dans son empire colonial partout, donc elle a tendance à reproduire ça, donc il faut qu'on arrive à le dire. Alors ceux qui aiment aller chercher aux États-Unis des exemples, parfois ne prennent pas les meilleurs, ils prennent le pay or play, par exemple, vous payez ou vous jouez le jeu. On fait ça avec la parité, on le fait sur les personnes handicapées, etc. Ils ne prennent pas le busing, par exemple, qui était une méthode très volontariste de mixité sociale. Parce que ça permet d'éviter justement que les gamins qu'on a regroupés par des politiques de logement discriminatoires se retrouvent eux-mêmes tout seuls entre eux dans les mêmes écoles. Madame Taubira, vous attendez tout de l'école, c'est la conclusion de l'émission. J'attends beaucoup de l'école parce que je suis très attachée aux valeurs de la République et je pense qu'une société doit transmettre justement ses valeurs, ses principes et elle travaille à sa cohésion à l'intérieur de l'école. Réparation historique pour vous tous. Réparation historique, c'est très très important, c'est au centre du débat, la réparation historique. Construire la société de demain, on n'a pas besoin d'être réparé. Bon, même si c'est pas un problème de réparation. On bricole nous-mêmes pour nous réparer. Les gens bricolent. Je vais vous dire, dans les banlieues, dans les cités dites défavorisées, il y a énormément d'amour. Il y a immensément d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup de courage. Et les gens font front tous les jours. Donc ils se réparent tous les jours. Maintenant, on a besoin que la société elle-même retrouve la force. Faire de l'histoire, simplement. Faire de l'histoire. De l'histoire. Faire de l'histoire. Quoi qu'il arrive, avant la réparation, pour la reconnaissance. La reconnaissance, le seul plan possible est celui de cette France qui se mélange, cette France de la mixité, cette France de la diversité qui conjugue ses talents et quelle que soit la couleur de notre peau. C'est ça. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Un dernier mot, bien sûr, une pensée affectueuse et puissante qui dépasse les frontières et qui va très loin pour Florence Obnas et Hussein Hanoun, otages en Irak depuis maintenant 4 mois. C'est très 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 long, 4 mois. Donc merci beaucoup. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr, site sur lequel vous retrouverez lundi à 12h, Christiane Taubira, pour un chat avec notre partenaire de la presse écrite, qui est un grand quotidien national qui paraît tous les après-midi. Donc à dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien, et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5. Merci beaucoup madame, merci messieurs, je vous renvoie à tous vos livres qui sont tous passionnants et merci beaucoup.